Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans Zigzag Café. C'est un peu la surprise. Hein. On est au milieu des anarchistes et regardez, musique classique, traditionnelle. Mais vous verrez, il y a un lien entre les Amis de Sonville de Ninda, parce qu'il y a un prat, deux prats, au moins trois prats sur quatre là, et que vous avez une collaboration ensemble autour du patois, de spectacles et beaucoup, beaucoup d'amitié. Donc, c'est vous dire que cette émission commence sous les meilleurs auspices. Et puis, on les a invités aussi parce qu'il faut qu'on vous dise que sur ce plateau, il y a notamment les représentants, beaucoup de membres du Club des aînés de Salins, qu'on salue. Voilà. Narcisse, avant qu'avec l'ami Alex qui m'a si brillamment remplacé hier, on reprenne le parcours de vie. Il paraît que lorsque vous passez la douane maintenant, on vous regarde d'un air un peu bizarre. Ben oui, il n'aurait pas fallu parler de contrebande hier. Ah, vous avez senti une différence J'ai senti quelque chose dans l'ambiance, oui. Bon, le Vatican, vous fréquentez moins, ça vous fera... Ça ira. Ça ira. Ah, ça ira. Ouais, il ne s'en aperçoit pas depuis que les curés sont plus en uniforme, mais ils vous regardent d'un drôle d'œil quand même, croyez-moi. Alors Alex, vous nous rappelez où on est resté hier de l'histoire de hier, on était quasiment rentré de Paris pour arriver à Genève. Je rappelle brièvement Narcisse, né en 29, petit enfant de la montagne, d'abord berger, rapté, kidnappé par les curés qui veulent en faire un missionnaire, et puis renvoyé juste avant le baccalauréat, devenu alors ouvrier, puis enseignant des langues, et petit à petit horloger, fabricant de montres, contrebandier, il l'a dit hier, et finalement parisien, mais ça s'est mal passé, arrivé à Genève, il a eu un gros pépin de santé, il se dit voilà ma deuxième vie, je veux la gagner libre, et il va à la fois lancer une initiative pour prendre un peu d'argent militaire au profit du cancer, et il va d'autre part lancer un journal qui va faire fureur, et qui s'appelle La Pilule. Ça vous va comme résumé? Oui, et puis on pourra dire que tout à l'heure il va s'attaquer aux petites causes et aux grandes causes, et aux grands de cette planète, et ça va lui valoir un certain nombre de problèmes. Mais il y a une première histoire qui est extraordinaire, c'est l'histoire des parcomètres. Oui, écoutez, regardez, je vais juste vous montrer là cette petite chose. J'en ai encore quelques-uns. Je ne sais pas si on peut les voir. Voyez, devinez ce que sont ces choses-là. Ce sont théoriquement des pièces de 20 centimes. En tout cas, ça devrait faire marcher gratuitement les parcs-mètres. Et ça, c'est encore un coup à Narcisse. Eh bien, après l'échec de l'initiative pour la lutte contre le cancer, où je n'avais recueilli que 35 000 signatures, après 3 ans de bagarre, eh bien, j'ai lancé une première initiative pour l'abolition des parcomètres à Genève. C'est-à-dire que les Genevois avaient la faculté de faire abolir les parcomètres sur le territoire genevois. Alors, il me suffisait de recueillir 10 000 signatures et je ne suis parvenu qu'à 7 500. Non, les gens veulent des parcomètres, c'était évident. C'est alors que la moutarde m'est montée au nez et que j'ai commencé d'examiner comment étaient faites ces sales bêtes. Et j'ai trouvé qu'on parvenait à les faire fonctionner d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en les actionnant avec une pièce de métal, par exemple, un cure-dent ou quelque chose comme ça, on parvenait à faire fonctionner le mécanisme. J'ai donc fait fabriquer finalement un outil qui m'a coûté assez cher, qui m'a coûté 2500 francs. Et avec cet outil, j'ai confectionné mes pilules, je les ai distribuées gratuitement. 25 000 pilules aux automobilistes de Genève. Naturellement, je me suis bien gardé de les vendre, car c'eût été quelque chose comme de l'escroquerie face à l'État. Alors, qu'est-ce qui vous avait fait, au fond, ces parcs-mètres? Écoutez, c'était moins les parcomètres eux-mêmes que la tête des gens.
qui faisait mon environnement professionnel, mais je voyais des gens qui avaient une tête de parcomètre. On les voyait arriver le matin, mettre leurs pièces dans leur parcomètre. On les revoyait à 9h-5, à 10h-5, à 11h-5 ressortir, mais ils avaient vraiment des têtes de parcomètre. Finalement, je me suis dit, je vais leur changer leur tête. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que dans la rue Chaponnière où il était, il y avait évidemment les complices qui mettaient les pièces noires, puis il y avait quand même un certain nombre d'agents et d'agentes qui passaient. Et alors, pour prévenir les copains, il y avait une grosse cloche descendue des alpages qu'on agitait violemment, et comme ça, tout le monde était prévenu et il n'y avait jamais de pépin. Ça vous a naturellement valu un procès? Ah oui, bien sûr. Rassurez-nous, là. Bien sûr. Non, mais c'est un procès assez drôle, dans ce sens que lorsque, je crois que c'était une juge, je crois que c'était Madame la Présidente, oui, qui m'a interrogé. Alors, je voyais sur la table du greffier, je voyais 3 sacs, mais 3 gros sacs de plastico, comme ça, bourrés de pilules. Je me suis dit, bon, elles sont bien rentrées, apparemment. Et Madame la Présidente me demande, vous en avez distribué combien? J'ai dit 25 000. Elle m'a dit, c'est assez exact, on a eu 25 500. La preuve que les automobilistes genevois sont très disciplinés. Hein, parce qu'elles sont toutes celles que vous avez distribuées sont toutes rentrées. Alors les 500 supplémentaires, c'était les miennes. Voilà. Bon, Alex, je crois que c'est le moment de nous présenter nos autres invités. Bah, si vous voulez. Alors, à côté de Narcisse, Alexandre Antonin, quand il était étudiant, il a soutenu une thèse autour de Narcisse. Comment peut-on devenir anarchiste? Il va essayer de nous dire si ça continue ainsi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'entre-temps, lui n'est pas vraiment devenu anarchiste, puisqu'il est député PDC. Donc, s'il y a quelques étincelles, ça sera peut-être une bonne occasion. Oh, je m'en vais, hein. À sa gauche, François Baumann. Il était photographe et il était le dernier imprimeur de la pilule. Et on va parler d'une de ses photos aujourd'hui qui a débouché sur un procès difficile pour vous. À ma gauche, Alain Lenoir. C'est un ami de toujours, je dirais. Et il a participé. Il a même été candidat sur la liste du Parti sans payer de Narcisse. C'était l'un des candidats du Parti sans payer. Je ne sais pas si du Parti sans payer, il nous le dira tout à l'heure. Et à sa gauche, eh bien, Marianne Henkel, qui est responsable du Centre international de recherche sur l'anarchisme. Et donc, on aura ce regard croisé sur la chose, là. Alors, Alex, on revient, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on revient sur le retour de Narcisse en Suisse, avec peu d'argent en poche et difficulté pour être là où il veut être. Puis surtout, il veut être libre. Donc, il veut plus de patron, ça, il l'a dit. Puis, il veut plus non plus de propriétaire. Donc, pas d'appartement, une caravane et un camping à la périphérie de Genève, à Conches. On y est retourné l'autre jour. Avant de venir m'établir dans ce camping, j'avais demandé des autorisations pour aller m'établir dans la campagne ou n'importe où, et tout m'a été refusé. Règlement cantonal, règlement communal, etc. Alors que la Constitution suisse nous dit clairement que les citoyens suisses peuvent s'établir sur n'importe quel point du territoire. Alors, finalement, j'étais contraint de venir dans ce camping. Mais pas contraint, en revanche, de renier ses convictions sur la caravane en grosses lettres. 4 mots tout simples. La caravane était plus grande à l'époque, bien sûr. Ni Dieu, ni maître. Ah oui, bien sûr. J'avais écrit ni Dieu ni maître sur la caravane. Alors, de temps en temps, il y a une blague. C'est-à-dire que parmi les visiteurs du camping, il y avait parfois des croyants ou des sectes, peu importe, qui arrivaient. Et tout à coup, je me retrouvais le matin avec... on avait effacé les 2 ni, et je restais avec Dieu maître. Donc j'étais condamné à remettre mes 2 nids à leur place. Voilà, ça c'était la blague. Oui, juste retour des choses d'ailleurs, puisque habituellement c'est plutôt Narcisse qui faisait des blagues aux gens qui ne pensaient pas comme lui. Je trouve que c'est assez moral tout ça. Vous l'avez porté d'autres fois, le ni Dieu ni maître, sur votre voiture ou sur d'autres lieux? Ah oui, oui, bien sûr, je l'ai pas. Oui, je l'avais sur ma voiture. Écoutez, c'était un peu en réaction avec une autre forme de propagande qui me hérissait, c'est-à-dire les gens qui se promènent avec Jésus t'aime, Jésus revient sur leur voiture. Alors moi, je me suis dit non, alors ni Dieu ni maître, voilà. Et effectivement, je me suis promené pendant très longtemps avec ce ni Dieu ni maître sur ma voiture. Généralement, je crois que ça laissait les gens assez indifférents. Mais lorsque j'allais faire des tableaux, par exemple, du côté de Kleb, Vaison, Véret, où les gens sont très croyants, par exemple, eh bien, un jour, il y a une dame qui m'a dit « Écoute, tu devrais l'enlever.
ni maître, d'accord, mais ni Dieu, ça passe vraiment pas. Enfin, écoute, damné, tu ne le seras peut-être pas, mais on ne sait jamais. Alex. Oui, ben, je crois qu'on va pouvoir commencer à faire le tour des habits. Je vous l'ai dit, lundi, il y a eu l'été dernier le 70e anniversaire fêté par toute l'équipe de la Pilule et les autres amis au sommet de la dent de Vaulion. Et puis parmi les habits, il y avait Alain Lenoir, à qui j'ai bien sûr demandé ce que représentait pour lui Narcisse Prat. Alain, dans le cœur, dans la mémoire, dans la vie, Narcisse, ça a été et c'est qui? Ouf, ma femme dirait que c'est Dieu pour moi, mais c'est peut-être un peu exagéré quand même. Non, c'est un ami, un vrai ami. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit, je dois dire, sur beaucoup de choses, sur le sens de la liberté, l'importance de l'amitié aussi, le sens de la rencontre, enfin, des choses qui sont immatérielles, mais qui sont très très importantes. Ça s'est passé comment précisément? Oh, ça, c'est des souvenirs d'adolescence. Avec quelques amis, on faisait un journal, on était un journal pacifiste. Il nous avait traités de chrétiens, bêlants, etc. dans son journal qui s'appelait La Pilule, que tout le monde connaît, j'imagine. Et puis, on avait piqué la mouche et on était allés s'engueuler et on a fini amis. Ça, c'est ma version, la sienne est différente. Lui pense qu'on s'est rencontrés autrement, mais moi, je pense qu'on s'est rencontrés comme ça. Alors dites-moi, ce qui serait intéressant d'expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'il y a, bon, on est dans le passé, hein, on va se remémorer un certain nombre d'engagements de la Pilule et de vous autres, mais l'amitié, la liberté, la fidélité, puisque vous dites, vous l'avez rencontré lorsque vous étiez adolescent et aujourd'hui encore, à l'anniversaire, vous êtes là, ça c'est important. Il y a peut-être une chose qui permet de saisir le sens de tout ça, c'est cette réflexion de ma femme qui dit toujours « Ah, il y a Dieu qui a téléphoné quand Narcisse m'appelle ». Ça vient du fait que... Oui, bien sûr, il y a de l'ironie là-dedans, ça n'est quand même pas une abrutie, sinon je ne l'aurais pas épousé. Ça vient du fait que quoi que fasse Narcisse, ça suscite en moi un enthousiasme, et je commence par dire « c'est génial » ou « il est génial ». Et puis ensuite, je constate que la plupart du temps, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Son combat sur les parcomètres, pour moi, c'est une... Je ne veux pas être grossier, parce que c'est une idiotie infâme. Moi, je n'ai rien affiche de faciliter l'envahissement de la ville par les voitures. Moi, ça me semble absolument indifférent. Mais par contre, ce que j'adore, c'est cette espèce de cohérence fondamentale qui existe chez Narcisse. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui, quand il sentait quelque chose, il le traduisait en actes, en paroles, il était d'un bloc autour et il allait au bout. Et c'est la première fois que je rencontrais ça, et c'était très intéressant. Et en plus, avec une qualité humaine qu'on constate dans la fréquentation, qui est peut-être plus difficile à appréhender quand on lit les écrits, etc., parce que là, on a affaire à des choses qui sont plus distanciées. Alors, un homme qui agit, on va voir dans quel domaine il agit, et notamment par rapport aux plus puissants. Oui, à l'époque, on s'en souvient peut-être un peu moins aujourd'hui, puisqu'entre-temps, il y a eu l'ayatollah Khomeini. Mais à l'époque, l'Iran était un pays qui se voulait occidental, qui était surarmé, surpuissant, qui était l'allié de l'Amérique. Et voilà que, en fait, au 2e ou au 3e numéro déjà de la Pilule, Narcisse va se faire le chat, si vous me passez l'expression. Et ce qui est fantastique pour la publicité de la Pilule, c'est que le chat va réagir et va vous faire un procès. Mais c'était aberrant. C'était inimaginable. Jamais je n'ai imaginé que ça pouvait arriver. Moi, j'avais envoyé ce pavé, mais comme j'en ai envoyé beaucoup d'autres. Je me souviens du roi du Maroc, à feu et à sang, par exemple, que j'avais mis en manchette de la Pilule, par exemple. Mais c'était de la provocation pure. C'était beaucoup plus de la provocation que de l'information, parce que, comme je crois l'avoir déjà dit, je n'avais pas les moyens de payer des journalistes d'investigation. Bon, écoutez, on va retrouver un document, là, le chat d'Iran, quand même, qui répond à des interviews, et on va s'apercevoir que il y a provocation, mais vous êtes tombé juste. Ah oui. Regardez. Depuis 35 ans, le Shah Reza Pahlavi, roi des rois, règne sur son peuple, les Persans. Son pays, l'Iran, connaît aujourd'hui une forte croissance économique.
La richesse provient avant tout du pétrole, et cette richesse donne au Shah sa puissance, une puissance qui, à l'égard de l'extérieur, s'appuie sur une armée moderne et qui, à l'intérieur, repose sur un système de sécurité perfectionné, avec une police secrète omniprésente, la SAVAK, qui lui est directement subordonnée. Les adversaires politiques, qui n'appartiennent pas au parti unitaire du Shah, le parti de la Renaissance, passent pour ses ennemis et ils sont poursuivis. On dit qu'il y a environ 20 000 prisonniers politiques en Iran. Ce n'est pas vrai. On en compte environ 3 000, pas davantage. Le nombre exact des adversaires politiques du Shah détenus dans des prisons ou dans des camps n'est pas connu précisément. Connaît-on la torture en Iran? Well, this is a question that was put to me more than once and which I don't like at all. C'est une question que l'on m'a posée plus d'une fois et que je n'aime pas du tout. Elle est en effet tellement ridicule que je n'ai pas besoin d'y répondre, mais je veux bien vous dire que nous n'avons pas besoin de torturer des gens. La torture est le fait d'organisations primitives. Or, nous sommes aujourd'hui aussi raffinés que vous. This is the way that unsophisticated organizations were doing things. We are as sophisticated as you are now. Alors l'homme a beaucoup d'assurance, de suffisance même, attaqué par une petite revue qui s'appelle La Pilule, qui tira combien à l'époque, ou avant l'affaire du Shah? 1500. Ouais. Et lors de l'affaire du Shah? 40 000. Vous allez passer de 1500 à 40 000, vous allez faire tous les titres des grands journaux, tout le monde va dire qui est ce Narcisse Prat, et puis ça a des conséquences, hein, naturellement. Bien oui. Il y a eu une réaction. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a eu une réaction. Il faut d'abord dire qu'il se préparait des manifestations en Suisse. Ah oui, non, mais les manifestations ont eu lieu, je pense, précisément à la suite, je pense qu'elles sont la conséquence du procès que le Shah a intenté à la pilule, indirectement. C'est une suite, parce qu'au départ, il y a eu cette réaction incroyable de la plainte pénale du Shah d'Iran, par le biais de l'ambassade, contre un petit journal insignifiant. C'était grotesque. Et puis, là-dessus, que s'est-il passé? À partir du moment où la chose s'est sue, les journaux en ont parlé, et tout à coup, il m'est arrivé une avalanche de renseignements. C'est à ce moment-là que j'ai eu tous les renseignements sur le Shah d'Iran, sa famille, etc., et le Shah d'Iran qui passait pour un monarque débonnaire, qui distribuait des terres aux gens, qui venait lui baiser les pieds. On voyait des photos, on voyait les gens littéralement baiser le pied du Shah d'Iran. Eh bien, tout à coup, on s'est aperçu, avec les documents qui me parvenaient, que non, c'était tout autre chose. Et j'ai eu les réfugiés iraniens qui avaient fui l'Iran, j'avais les étudiants iraniens qui m'envoyaient des documents, j'avais des écrivains en exil qui m'envoyaient des documents. Et finalement, je me suis retrouvé avec 3 grosses valises pleines de documents, si bien que je pouvais affronter. Alors, naturellement, je pouvais affronter le procès sans problème. À quel moment ça a déterminé alors des manifestations dans les rues? C'était plus tard. C'est-à-dire que était-ce avant mon procès? C'était avant mon procès. C'était juste avant mon procès. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, le Shah d'Iran a été invité par le BIT, donc le Bureau international du travail à Genève. Alors ça, c'était vraiment la bourde à ne pas faire. On invite, comme au Bureau international du travail, le roi des esclavagistes. Regardez, voilà les images de la manifestation, là. Vous pouvez peut-être les commenter. Enfin non, vous ne pouvez pas les commenter parce que vous ne les avez pas vus. Vous étiez en prison. Mais oui, parce que... Quand j'y étais, on a été sérieusement gazés. C'est la première expérience pour moi. Oui. Ah bon, parce que chez moi, il s'est passé ceci, c'est que le matin, vers 11h, on avait prévu la manifestation pour l'après-midi. Le matin, vers 11h, voilà, des policiers en civil qui arrivent au bureau de la pilule, et qui... Nous avons préparé des pancartes, beaucoup de pancartes, et parmi lesquelles, évidemment, on avait... il y avait toujours des jeux de mots sur le chat, hein, toujours, hein. C'était facile. Et puis, eh bien, la police nous a confisqué toutes les pancartes, et un ami et moi, qui était là, qui se trouvait là, un peu par hasard d'ailleurs, on nous a embarqués. À quel titre? À titre préventif. Parce qu'on a estimé que nous étions de nature, peut-être, à troubler l'ordre public dans l'après-midi. Et on nous a enfermés
On nous a enfermés au boulevard Karl Foch jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on est venu nous dire « Maintenant, vous pouvez partir, la manifestation est finie ». Vous vous rappelez de ce moment-là, quel était le rôle et l'influence des articles parus dans la pilule? Mais je crois que c'était en général une sensibilisation à la question iranienne, parce que c'était une période où on était sensibilisé. Il y avait le Vietnam, il y avait l'Amérique du Sud, il y avait... On était prêt à partir en manif pour beaucoup de causes. Mais le fait qu'il y ait eu tellement de monde sur la question du Shah d'Iran, je pense que c'était largement dû à l'écho de la pilule et du procès. De comment va se terminer le procès? Mais d'abord, je veux rendre un hommage à Qassem Radjavi, qui a été par la suite assassiné, et qui était mon informateur principal, aujourd'hui je peux bien le dire, n'est-ce pas, qui était mon informateur principal sur les menées du Shah. Alors, quant au procès, je crois savoir que ce jour-là, il y avait, d'abord comme spectateur, je pense qu'il y avait un policier, un spectateur. Un policier, un spectateur, c'est ce qui m'a été dit. Un policier, un spectateur. C'était vraiment très, très gardé. Alors, au procès lui-même, bon, j'avais quand même des témoins d'une certaine importance. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu Amnesty International, l'avocat d'Amnesty International de Francfort qui est venu. J'ai eu aussi un écrivain iranien. Alors, lui a été spectaculaire. Il avait un rouleau de papier, un grand rouleau de papier. Il a tendu le rouleau de papier à une personne qui se trouvait au fond du tribunal. Il est descendu jusque vers les gens du tribunal. Il a traversé comme ça. Il est revenu par l'autre côté en déployant son papier. Et il a dit, voilà, ça c'est la liste des crimes du Shah d'Iran. Et vous allez gagner ou vous allez perdre? Je vais être condamné. Bien sûr, je vais être condamné. On ne pouvait pas ne pas me condamner parce que j'étais condamné pour insulte à chef d'État étranger. On ne pouvait pas me condamner. Écoutez, je vais peut-être vous révéler quelque chose, mais de ce temps-là, je crois pouvoir dire que la fille du président de la Confédération de l'époque, ou en tout cas d'un des conseillers fédéraux, était la préceptrice des enfants du Shah d'Iran. On ne pouvait pas ne pas me condamner. Alors, on continue dans nos histoires. Oui, il y a, dans le mémoire que vous avez consacré à Narcisse Prat, vous dites à un moment que, il se dit, mais il faut qu'on se mobilise. Si, par exemple, 500 personnes se mettent à injurier un chef d'État, on va bien voir s'il réagit. Vous pouvez nous rappeler ça? Tout à fait, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que Narcisse Prat a essayé de faire un papier injurieux et après de faire signer par des personnes, donc ils mettaient leur nom et puis ça a été envoyé à des chefs d'État pour voir s'ils allaient réagir. Et effectivement, ils n'ont même pas réagi, donc après la conclusion... vous étiez déçu alors? Non, ni déçu ni content, hein. C'était logique. Hein. L'inconvénient du Shah, c'est qu'il vient, mais il repart, quoi. Vous ne l'avez pas toujours sous la main, alors que, évidemment, ensuite, vous allez vous attaquer à des gens qui sont toujours à portée de main, la police. Mais vous savez, quand on dit « je vais m'attaquer », ce n'est pas... non, je fais attention parce que je dois encore circuler dans Genève. On a dit, les douaniers, c'est plus possible, la messe, c'est pas la peine d'y aller. Alors je deviens prudent, quoi. Quand je dis que je vais m'attaquer, c'est peut-être pas le mot. Non, mais je suis témoin de choses qui me font réagir, c'est tout. Et le jour où François Baumann m'apporte une certaine photo d'une manif, moi, je ne peux pas ne pas réagir. Voilà. Alors, on va d'abord la voir, cette photo. Hein, on l'a en style star. Oui, on va la... Vous prenez cette photo, vous vous rappelez dans quelles circonstances, bien sûr? Oui, c'était à l'occasion de la manifestation pour le livre de la défense civile. C'était sur la place du Mollard. Et la police venait de faire une charge. Et moi, j'étais pris. J'ai réussi à sauter sur le toit du marchand de marrons, qui était juste à côté de la fontaine. Et personne ne m'a vu grimper. Et j'ai pu faire des photos tout à loisir. Dont celle-là. Dont celle-là. Voilà. Depuis le toit du marchand de marrons, et je suis resté planqué jusqu'à qu'il n'y ait plus personne sur la place avant de redescendre. Alors Narcisse, quand vous êtes en possession de ce document, qu'est-ce que vous en faites? D'abord, je commence par analyser les expressions des visages. Hein. Et puis j'essaye de mettre la musique là-dessus, par exemple. On voit l'image maintenant, au Sole Mio, menu chrétien, une petite mèche de tes cheveux. C'était très yéyé, votre truc, là. Comment? C'était très yéyé, une petite mèche de tes cheveux. Mais c'était pas méchant, je comprends pas pourquoi ils ont réagi, c'était gentil tout ça, non?
Alors la réaction, rappelez-nous ça, Alex, hein, la réaction va être importante. Bah oui, ça va coûter cher. Hein. Mais c'est-à-dire que, contrairement à l'avocat du Shah d'Iran qui a agi pénalement, ce qui n'était pas très malin de sa part, parce que ça a déclenché, le procès du Shah avait déclenché une telle avalanche d'informations que les journaux étrangers aussi ont repris mes informations. J'ai eu par exemple la visite de Claude Angéli du Canard enchaîné qui est venu chez moi. Il y a eu Le Monde qui a réagi, il y a eu Combat qui a réagi à cette époque-là. Mais ça, c'était le fait qu'il ait déposé une plainte pénale, ce qui était une énorme gaffe. Alors, ici, contrairement à ce qu'avait fait cet avocat-là, celui-ci, beaucoup plus subtil, s'est dit « on va frapper à la caisse ». Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Un beau jour, je reçois un commandement de payer de 320 000 francs suisses pour insulte à la police. Alors, 320 000 francs, dont 200 000 pour la police genevoise et 120 000 pour la police valaisanne. Parce que de ce temps-là, figurez-vous que il y avait des problèmes, quoi. De temps en temps, il y avait un gars jeune qui s'évadait. Il y avait 3 ou 4 mois de prison à faire. Il s'évadait, on le flinguait. Hein, il était mort. Hein. Une fois, c'était un footballeur du FC Sion qui sortait d'un bar. Pas de problème, on le flingue. Il était mort. Hein. Vous nous rassurez, vous n'allez pas non plus au week-end en Valais, là, ça va, les douaniers, la police Non, ils se sont civilisés depuis. Il n'y a plus ce genre de problème. Non. Et puis, etc. Il y en avait beaucoup d'autres. Alors, si bien que finalement, je me retrouve avec 320 000 francs à payer. Alors, naturellement, les journaux en ont parlé. Et que se passe-t-il dans pareilles circonstances? Les imprimeurs, ils commencent de réfléchir. La pilule, 320 000 balles, où est-ce qu'il va les chercher, hein? Alors, du coup, les crédits d'imprimeurs sont coupés, et je peux vous dire que c'est vraiment ce qui a tué la pilule. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus qu'une solution, c'était d'essayer d'imprimer la pilule nous-mêmes. Et là, c'était mon ami François, qui est typographe, qui a commencé de s'en occuper. Comment faisiez-vous? C'était difficile parce que on avait une imprimerie qui était... La police voulait savoir où elle était. Donc, dès qu'on était repéré, on déménageait. Alors, on a déménagé plusieurs fois la machine, de nuit, enfin bon. Et quand j'avais du papier dans le coffre de la voiture de Narcisse, et que je voulais me rendre à l'imprimerie pour tirer, bien souvent, il fallait que je sème les gendarmes. Du moins, je les fatiguais. Je me promenais dans le quartier des Paquis. Je les promenais pendant des heures jusqu'à ce qu'ils fatiguent. Et quand je m'apercevais que j'étais plus suivi, j'allais à l'imprimerie. Mais il y avait un autre élément, si je peux me permettre, qui est lié à ceci. C'est qu'à partir du moment où je n'avais plus plus d'imprimeurs à disposition, j'étais condamné à acheter du papier. Alors, je vais vous dire par où passe la liberté de presse. Elle passe par ceci. C'est que acheter du papier, à qui je m'adresse? Au grossiste en papier. Je ne vais pas vous le nommer, on le connaît. Et je lui dis, voilà, j'ai besoin de... Parce que ça représentait quand même un certain volume. Alors on me répond, non monsieur, pas de papier pour la pilule. Mais textuel, pas de papier pour la pilule. Et je dis, mais je paye comptant. Pas de papier pour la pilule. Si je paye d'avance, pas de papier pour la pilule. Authentique. Et j'ai fait 2 grossistes de cette façon-là. Finalement, ne trouvant pas de papier en Suisse romande, je suis parti le chercher à Bibrist, en Suisse allemande. Là-bas, on ne connaissait pas la pilule et j'ai eu du papier. Alain Lenoir, juste une précision, parce que là, on se raconte l'histoire, elle peut apparaître pour les téléspectateurs qui ne la connaissent pas, comme un peu l'aventure des pieds nickelés. En réalité, c'est des combats importants, ce sont des thèses. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec la lutte pour les parcomètres, mais il y en a d'autres avec lesquelles vous étiez d'accord, naturellement. Oui, je suis pas forcément le mieux placé pour parler des combats de Narcisse, dans la mesure où nos 2 trajectoires se sont rencontrées, mais nous avons fait très peu de choses engagées le regard en commun. Que vous portez sur ce qu'il a fait, par exemple. Là, vous pensez... liberté de la presse... L'objection de conscience, par exemple. Oui, là, Par exemple. Là, il y avait un travail commun. La fable. Et il y a eu des rencontres, là, il est en train de me souffler, qui étaient effectivement
qui ont débouché effectivement sur des choses assez cocasses et assez effectives. Mais, comme par exemple ton témoignage lors de mon procès, quand j'ai refusé de payer la taxe militaire, il s'est mis à réciter, à déclamer la fable de La Fontaine, l'oiseau qui refuse de céder ses plumes à ceux qui veulent en faire des flèches pour abattre les oiseaux. Enfin, bon, il y avait mais ce sont des escarmouches, je veux dire. Les anecdotes. Des anecdotes. Nos engagements se faisaient dans des milieux différents, au fond. D'accord. Alors, pour arranger le tout, dans le panier, il y a en plus, on va s'offrir les militaires, ça on pouvait deviner, mais les colonels divisionnaires. Ah oui. Mais là, non, dites-moi, liste des salaires des divisionnaires, leur conseil d'administration, tout ça dans un ouvrage qui s'appelle Le Petit Livre. Le Petit Livre vert de gris. Exact. Oui, Le Petit Livre vert de gris, mais je dois dire, ça, comme toujours, quand on n'a pas les moyens, ça commence par une tricherie. Hein? Je n'avais pas les moyens d'aller chercher les salaires de ces messieurs. Je n'avais pas les moyens surtout d'envoyer un photographe pour publier leur belle figure dans le petit livre que je projetais. Alors j'ai commencé par envoyer une lettre à une agence de renseignements commerciaux sur une en-tête de lettre qui n'était pas celle de la pilule, parce que de ce temps-là, je ne gagnais pas ma vie avec la pilule. Financièrement, je la perdais. Donc, j'envoie cette lettre en disant, voilà, j'aimerais des renseignements. J'avais les photos de l'état-major supérieur de l'armée suisse. Ces photos avaient été publiées dans la Schweizer Illustrierte Zeitung, que j'ai volé sans scrupule. Hein. J'ai envoyé les noms et les photos à cette agence en disant, voilà, ces messieurs m'ont demandé, ces messieurs voudraient s'associer à moi dans mes affaires. Pourriez-vous me dire quels sont leurs revenus pour me rassurer? Et on vous a répondu? Mais bien sûr. Comment on a répondu? Au bout de quelques temps, alors, je commençais de recevoir les renseignements, les uns après les autres, et puis un beau jour, l'agence de renseignement en question me téléphone. Écoutez, on ne peut plus vous donner ces renseignements, parce qu'on s'est aperçu que c'est tout l'état-major supérieur de l'armée qui y passe. J'ai dit, écoutez, moi, je vous ai versé des avances. Si vous ne me donnez pas la totalité, moi, je romps le contrat et vous me remboursez. Alors là-dessus, ils ont continué. Si bien que je me suis trouvé avec les photos et les revenus. Remarquez que parmi les revenus, bon, il y a bien une fortune de 12 millions, d'accord. Mais il y a aussi, disons, les professionnels, les instructeurs, donc le capital qui ne représente pas, disons, du capital. Mais tous les autres, je peux vous dire qu'en matière d'argent, ils ne sont pas à plaindre. Hein. Vous nous rappelez, Alex, c'était un franc succès? Oui, je ne sais pas combien d'exemplaires, mais enfin, disons que 12 500. 12 500 exemplaires. Oui. Ceux qui connaissent un peu l'édition en Suisse romande savent que ça fait partie des best-sellers. Hein. Oui. Oui. Ah, mais j'avais des gens qui m'en achetaient 50. Mais pas pour les revendre, pour les distribuer. Ah bon, c'était pas pour les détruire, c'était... peut-être pas. Sait-on jamais. Bon, tout ça, il a beau vendre 40 000 exemplaires de la pilule au moment du chat, il a beau vendre 15 000 exemplaires du petit livre vert de gris, les finances, c'est quand même limite, alors il va falloir repartir dans ce qu'il sait faire. D'autres, c'est-à-dire les montres, et il va créer une chaîne de magasins Au Fou. Alors, dites-nous d'abord, pourquoi vos magasins vont s'appeler Au Fou? Ah, mais je me retrouve avec une montagne de dettes. Il faut vous dire une chose, c'est que, par exemple, cette fameuse initiative populaire pour la lutte contre le cancer, qui avait démarré en même temps que le journal, elle m'avait coûté beaucoup d'argent. Ça n'a l'air de rien, mais récolter 50 000 signatures, maintenant il en faut 100 000, 50 000 signatures, c'est quelque chose d'énorme. Donc, c'est-à-dire, ça n'est que pour les gens qui disposent de 200 000 ou 300 000 adresses. À ce moment-là, vous avez quel montant de dette à peu près?
Oh, je n'ose pas vous le dire. Oh, allez, il y a prescription, là, c'est réglé déjà. C'est inavouable. On va s'adresser à l'agence. Oui, on fait appel aux téléspectateurs. C'est à proprement parler inavouable. Écoutez, je crois que ça devait tourner autour des 280 000 francs de dette. La pilule m'avait mis sur la paille. Là, comme vous êtes un homme multiple, vous dites, bon, alors je vais peut-être pouvoir me refaire et je vais avoir des magasins qui s'appellent Au Fou. Alors pourquoi ils s'appellent Au Fou? Mais donc, d'abord, première chose, pour payer toutes ces dettes, je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'avec un magasin de montres, j'allais pouvoir le faire, ni avec des exportations, donc, parce que c'était la crise. Or, comme c'était la crise, je me suis dit, je vais lancer une chaîne de discount de montres sur tout le marché suisse, parce que, vu qu'il y avait crise, tous les fabricants et exportateurs étaient pleins de montres jusque par-dessus la tête qu'ils n'arrivaient pas à écouler. Je me suis dit, ils vont être ravis de les vendre sur le marché suisse, d'où mon idée. Alors, j'ai l'idée, il me reste à trouver un nom. Alors, je demande au registre du commerce pour avoir Bourse internationale de la montre. Pas prétentieux, le gars, hein? Bourse internationale de la montre. On me répond, exclu. Le mot bourse est protégé, international est protégé. Alors, je leur propose discount des montres, quelque chose comme ça. On me répond, discount, vous pouvez l'utiliser à la condition que vous le personnalisiez, c'est-à-dire que vous y mettiez votre nom à côté. J'ai dit, ah non, moi, mon nom à côté du discount, ça, jamais. Mais écoutez, c'est une histoire de fou, votre truc là. Si j'appelle ça Au Fou, ça vous va? Il m'a dit oui. Alors voilà, j'ai appelé ça Au Fou. Alors Alex, juste avant qu'on voit votre séquence, vous rappelez un peu dans quelles conditions, parce que c'est pas une chaîne de magasins ordinaires, ce sont pas des magasins dans lesquels on travaille de manière ordinaire. Bah, c'est pas un patron ordinaire, certainement. Vous avez bien compris. Donc c'est vrai qu'il faut se refaire, c'est vrai qu'on va se refaire de toutes sortes de manières, aller négocier des stocks, et puis c'est vrai que les employés vont se trouver très bien ici, mais ce ne sera pas vraiment des employés face à un patron. On en a retrouvé, on en reparlera après, mais on en a retrouvé un qui ne peut pas être aujourd'hui avec nous, puisqu'il est parti pour l'Afrique. Alors, si vous voulez bien, on va repartir tout de suite dans votre quartier général. C'est dans le quartier des Paquis, rue Chapaudière, et puis on va voir. Voici le lieu où se trouvait le magasin Au Fou. C'est aujourd'hui un fitness qui a remplacé Au Fou. Mais à 2 pas le quartier général, je veux parler du café de la Matz, est toujours là. Retrouvailles avec le patron, Bernard Dalève, et aussi avec un des premiers vendeurs du magasin, Juan Martinez, qui est devenu aujourd'hui un journaliste et qui, justement, je vous l'ai dit, est en Afrique. Il y a combien de temps que vous ne vous étiez pas revu? Alors, ça doit bien faire une quinzaine d'années. Oh, oui. Au moins une quinzaine d'années, parce que je sais que j'ai quitté Au Fou. Enfin, moi, je ne travaillais pas de manière régulière, hein, contrairement à ma femme, mais nous sommes partis en voyage avec ma femme assez longtemps, nous sommes revenus la retravailler. Oui, je pense au milieu des années 80, là, on a perdu un petit peu le fil. La première personne de ma famille qui est entrée en contact avec Narcisse, c'était celle qui n'était pas encore ma femme, qui a travaillé incidemment pour lui, et puis qui petit à petit a fait entrer, si je puis dire, ma mère d'abord, ensuite mon père, moi parfois, mon jeune frère les week-ends, et puis finalement on s'est retrouvés à travailler tous ensemble, grosso modo 2 familles, celle de Narcisse et la mienne. Et alors là, c'était un petit peu particulier parce qu'il y avait une chose qu'il faut dire à l'époque qui est absolument impensable aujourd'hui, c'est-à-dire que comme Narcisse mettait en pratique ses convictions anarchistes, il n'y avait pas de contrôle hein, sur le temps de travail, de contrôle sur la journée de travail. Donc les gens arrivaient à peu près quand ils voulaient. Bon, en principe, ils faisaient leur journée, mais ils puisaient leur salaire dans la caisse directement. Donc là, il fallait qu'il y ait une certaine éthique. Elle n'était pas toujours présente, mais les gens se servaient, prenaient l'argent du mois. Narcisse, c'était un artiste et un poète à la fois, mais un grand commerçant. Attention, il a développé des choses dans le secteur que nul autre n'avait encore. Et j'ai toujours comparé Narcisse à une chose assez extraordinaire, parce que la richesse de l'homme, c'est pas de savoir ce qu'il a, c'est ce qu'il cache. Alors il m'avait caché beaucoup de choses. Alors il venait aussi avec ses amis ici, qui étaient-ils Où ses amis étaient un peu cachés, il avait une secte à lui. Je n'en dirai pas plus là-dessus, parce qu'il cachait très bien ses choses. Il était plus artiste que magasinier ou vendeur de montres.
Ouais, vous en avez beaucoup, les copains, comme ça. Ah, le traître, une secte. Rien inventé. Et là, il y a encore d'autres témoins, Alex. Oui, bah, il y a d'autres témoins, parce que bon, les magasins au fou ont disparu quand Narcisse a décidé, on en reparlera, de monter en direction de Besançon. Il y en a eu combien? 15, 16 au maximum, ouais, un peu partout. Hein. Ouais. Puis il en reste un qui est à Bienne. Alors je vous propose qu'on aille le retrouver, même s'il ne fonctionne plus exactement de la même manière. Ouais. Au centre de Bienne, donc, le voici, ce dernier magasin au fou. À l'époque, la particularité du gérant, c'est qu'il était, lui, un véritable horloger. Il s'appelle Michel Talman. À Bienne, tout le monde connaît au fou. Alors, je voulais pas changer le nom. Pourquoi? Puisque quand les gens me rencontraient dans la rue, ils me disent « Bonjour, monsieur le fou », alors je ne vois pas pourquoi je devrais changer. L'assortiment a évolué, mais le souvenir des montres bon marché est resté. On était les premiers à vendre des montres à ces prix-là, quoi, dans les 30-40 francs. Et aujourd'hui, vous en avez encore des montres comme ça? Oh, il m'en reste quelques-unes, très peu. Là, j'en ai encore une, un modèle dame, qui se vendait à l'époque 39 francs. Vous voyez, encore avec la marque de Narcisse Prat. Alors, c'est Zarp, c'est Prat à l'envers. Je crois qu'il savait très bien acheter, et puis il se contentait d'un bénéfice raisonnable. C'est-à-dire, s'il achetait une montre à 10 francs, il n'allait pas la vendre 40 francs, il allait la mettre à 16 ou 18 francs, quoi. Et il se faisait une marge raisonnable pour que ça se vende. L'autre particularité, c'est que Michel Talman effectuait les réparations pour l'ensemble des magasins au fou, et c'est vrai qu'il y avait parfois besoin de réparations. On avait décidé d'un salaire avec M. Prat. Ce salaire, je le prenais, bon, à la fin du mois dans la caisse, je me faisais ma paye, comme je faisais la paye des autres personnes qui travaillaient à Bienne, et le solde lui était envoyé. Narcisse poète, c'est un vrai chef, et Narcisse chef, c'est un vrai poème. Un patron qui n'était pas gênant du tout. Tant que le magasin marchait, qu'il n'y avait pas de problème, il passait de temps en temps dire bonjour, et c'est tout. Il faisait pas, c'était pas l'embêtant, ou rien du tout, alors ça... Oui, alors, vous avez vu le petit carton rouge, là, il est devant vous, mais je vous relis le texte. C'est un texte de Narcisse qui est encore aujourd'hui au magasin au fou. Petit voleur, devenez grand, la Suisse regorge de banques, les banques regorgent d'argent. Ici, comme vous, on en manque. Marianne Henkel, dites-nous, au fond, vous qui vous occupez du Centre international de l'anarchisme, là on évoque une période passée, il y a encore des gens aujourd'hui qui auraient des initiatives, qui ont des initiatives, qui s'expriment ou qui expriment l'anarchie comme ça? Oui, bien entendu. Alors je crois que le côté particulier de Narcisse, c'est justement toutes ces entreprises qu'il a lancées, toutes ces choses qu'elle a un peu dans tous les sens, anarchiste ou pas, c'est un anarchiste à sa façon, comme il y en a beaucoup d'autres. Moi, je suis un petit peu plus la gardienne de la tradition, avec une bibliothèque, avec des collections de journaux. Mais effectivement, il y a toujours eu, je crois, dans les publications anarchistes qui ont toujours beaucoup tenu à ce qu'ils appellent la propagande par l'écrit. Il y a eu la propagande par le fait, la propagande par la parole, la propagande par l'écrit. C'est les petits journaux au marché, c'est les brochures, c'est les petits bouquins. Alors, je pense qu'il y a une catégorie qui sont les journaux des organisations, les journaux bien cadrés, anarchistes, anarcho-syndicalistes, qui expliquent. Et puis, il y a tous ces journaux alternatifs, avec un esprit libre, avec des anarchistes qui y collaborent parce qu'ils trouvent là-dedans. Alors, ça peut être des libres penseurs, ça peut être actuellement tous les réseaux des info-kiosques, info-shops, des squats et autres. Ça peut être par le biais de la musique, ça peut être... Mais des journaux d'intervention, je crois qu'on en trouve passablement. Il y en a un actuellement à Genève qui s'appelle Aujourd'hui, qui paraît tous les 15 jours, qui essaie de percer en kiosque. Donc, je ne sais pas si c'est des gens qui ont connu la pilule, qui sont plus jeunes.
Peut-être que ils étaient invités au pique-nique, ils n'ont pas répondu. Ça n'empêche pas que leur journal est excellent. Parce qu'aussi faire un journal, même paraissant tous les 15 jours, quand on fait ça à côté des heures de boulot, ça prend du temps, ça devient l'activité principale. Alexandre Antonin, vous avez fait un mémoire pour le professeur Ivo Rens à l'université il y a déjà quelques années, sur Narcisse Prat, ou comment peut-on être anarchiste, et vous faites une distinction, vous dites en effet, il y a l'anarchisme et il y a l'anarchiste. Et dans la recherche que vous avez faite, quelle peinture faites-vous de Narcisse Prat? Quel genre d'anarchiste est-il? Alors, tout d'abord, c'était dans le cadre de l'histoire des doctrines politiques. Alors, c'était très intéressant de voir que la plupart des étudiants choisissaient Montesquieu, Rousseau, des personnes mondialement connues. Et puis, j'ai choisi Narcisse Prat. J'avais déjà lu quelques-uns de ses livres. Et par chance, l'assistant le connaissait puisqu'il avait manifesté pour lui contre le Shah d'Iran. Donc, comme quoi tout se tient. Il était très content. Pour répondre à votre question, donc, Narcisse est contre tous les ismes, toutes les doctrines, tout ce qui est unificateur et générateur. Et, enfin, donc, bien entendu, il est contre, je pense, l'anarchisme. Ça, je pense que c'est à lui à s'exprimer. Par contre, il est pour l'anarchie, c'est-à-dire que chaque personne, en fait, concrètement, vit à sa manière. C'est dans le vécu, dans le concret. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, c'est très différent par rapport aux grands écrivains qui ont peut-être des grandes théories, mais qui n'ont pas forcément appliqué ou qui ne sont pas forcément applicables pour tout le monde. Bien sûr. Vous avez choisi une autre voie, au fond, on l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas dans l'anarchie, vous êtes ni dans l'anarchisme. Qu'est-ce qui vous a apporté, Narcisse Prat? Alors, il m'a apporté, puis il m'apporte toujours, dans le sens que quand vous m'avez contacté, c'est avec plaisir que je suis venu. C'est une bouffée de liberté et surtout, en fait, d'être intègre tant moralement qu'intellectuellement. Donc, moralement, c'est clair que ça a été dit tout à l'heure, il a fait des pertes, il a risqué une faillite et il n'a pas voulu faire perdre cet argent à des personnes. Il a voulu, en fait, les rembourser et il a été aussi intègre intellectuellement parce qu'il a créé ces magasins au four. Comme on l'a vu, c'était un système qui était très spécial. Donc, c'est cette intégrité par rapport entre l'action et la pensée qui Là, on va s'interrompre parce qu'il va s'énerver, le panégyrique. Je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup, mais... C'est pas à moi à parler. Non, vous l'avez très bien fait. Non, mais... C'est pas à moi à parler. Si j'ai remarqué l'auréole. Non, vas-y, allez-y. Si je peux dire quelque chose à propos de l'intégrité, vis-à-vis des personnes que je considère comme des êtres humains, d'accord. Mais moi, intègre vis-à-vis de l'État, alors là, jamais. Ben voilà, c'est plus global, là. Il y a déjà les douaniers, il y a la police, maintenant c'est l'État. L'État est mon ennemi, il a fait main basse sur moi en m'inscrivant au registre de l'État civil, et l'argent qu'il m'a pris, il me l'a volé, et chaque fois que j'ai pu me dérober, je l'ai fait, et je continuerai de le faire. Alors demain, on va voir, Alex, de quelle manière les combats continuent, les errances continuent, les déplacements continuent. Mais peut-être on vous a réservé une petite rubrique chaque mercredi, c'est la rubrique du look. Alors là, vous aurez affaire, mon cher Jean-Claude. Là, vous allez lui expliquer de quelle manière la mode a récupéré un certain nombre de symboles. Il est vraiment anachronique et merveilleusement bien, parce qu'en anarchiste, ça ne se voit pas sur son look, au contraire. Il a un look tout à fait soft, alors que justement, depuis des siècles, chaque fois qu'un anarchisme se profile à l'horizon, pour les gens qui sont là, on se souvient tous peut-être de mai 68 ou des punks récemment, plus proches. C'est très visuel, on a tous eu des voisins, des neveux, des cousins, des fils, je ne sais pas, qui ont porté des crêtes ou des clous. Donc on sait que la mode récupère tout, et c'est vrai que l'anarchie a été souvent le véhicule, que ce soit dans les années 50, le noir de Saint-Germain, que ce soit les azours, enfin il y a eu différentes formules de réaction par le vêtement. C'est quand même le premier message qui passe, le look d'un jeune qui réagit ou d'un moins jeune. Alors si ça vous intéresse, 2 bouquins, ça s'appelle Mode du siècle aux éditions Assouline, où là on retrace effectivement tout ce siècle-ci, l'évolution du cuir, des clous, enfin différentes formules. Un deuxième bouquin qui est beaucoup plus drôle, beaucoup plus illustré, qui s'appelle Look d'enfer. Juste quelques images pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, c'est ces looks de cuir et clous, c'est les looks de tatouage, de jeans, bien sûr, puisque si on pense à des gens comme Gainsbourg, par exemple, ou d'autres, on le retrouve là dans ce bouquin, donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, là, vous avez Gavroche, par exemple, le foulard de Gavroche, est-ce qu'on va le récupérer? Alors, le petit Gavroche, donc personnage
des Misérables, eh bien c'est le fameux petit foulard, le fameux Gavroche, c'est resté ce fameux petit bandana qui est revenu dans les années 70, qui est le look aussi un petit peu des motards, donc des gens un petit peu révoltés. Autre récupération le jeans, bien sûr, le grand phénomène du jeans, puisque jusqu'en 68, eh bien, le costume était de rigueur, que ce soit pour hommes, pour femmes. Le jeans revient très fort, regardez les pattes d'éléphant comme ça, elles sont d'hier, donc c'est vraiment pour ce printemps, c'est tout nouveau, ça revient en force, donc soyons rassurés, ça revient. Simplement, c'est l'endroit de révolte, c'est drôle parce que le jeans a été fait au début du 18e, pour des soldats, ce sont des toiles de Nîmes et de Gênes, de jeans. Et Vous avez d'autres exemples se battent un petit peu. Bien sûr, on peut parler du perfecto. Donc le jeans, toile typique avec le perfecto que Marlon Brando a su mettre en exergue. Et puis la récupération des années 70, eh bien c'est ça, par exemple, une révolte qui était très forte. Pays, Dieu sait si c'était une protection, c'est l'Angleterre. Ne regarde absolument pas, Narcisse. Le clan, hein, les fameux clans anglais. Pas. La récupération par le... Retravaillé façon punk, donc Dieu sait si ça c'était une révolte visuelle. Je pense qu'il y a plusieurs parents anglais entre autres. Et puis ça c'est très drôle, c'est la révolte actuelle, c'est les mangas japonaises, donc ça veut dire pris sur des petits t-shirts. Et puis alors quelque chose qui va peut-être l'intéresser un petit peu plus, c'est l'utilisation du militaire. Mais cette fois-ci, le militaire revu et corrigé, regardez ça, c'est aussi tout à fait la nouveauté pour cet été. C'est des nylons légers. Alors Seldes, c'est un militaire retravaillé. Il y a un grand dégoût. C'est intéressant à voir. Allez-y. Narcisse veut dire quelque chose. Il y a un petit tissu retravaillé. Et c'est justement les gens qui se révoltent qui les portent. J'ai là un couple qu'on connaît, enfin c'est les gens de Rhythmix qui sont actifs pour Greenpeace et d'autres. Et ce sont des gens qui portent justement l'antimilitarisme. Dernière chose fantaisie, c'est ce sac qui vient de Londres. Je vous assure que c'est un sac à main, ça vient d'être créé. C'est probablement aussi une maths, peut-être. Juste un mot. Non, mais juste un mot pour vous dire que j'ai aussi vendu des surplus militaires. Seulement, moi, j'avais un grand panneau disant « Faites un usage intelligent d'un matériel absurde. » Ben voilà, on y est. Alors, Georges Ypres, si vous voulez bien prendre, il y a un micro près de vous, vous le prenez juste pour nous dire... Un prat, deux prats, trois prats en tout cas. Le quatrième, il fait partie de la famille aussi? Oui, c'est un neveu. Donc j'ai les deux fils de chaque côté et mon neveu à ma droite. Oui. Tout le monde est de Nanda. Vous avez d'ailleurs un orchestre qui s'appelle Les Amis de Sonville. Vous avez même un CD qui a été fait. Et vous avez un lien, vous nous dites juste en une minute, un lien avec Narcisse. Oui, donc moi j'ai connu Narcisse un peu plus tard que son temps de l'anarchie. J'ai connu par après quand il est revenu à Nanda. Quand il a retrouvé un petit peu son pays, c'est là qu'on a retrouvé, ça devait être en 77, sauf erreur. Et c'est là qu'on avait été le voir pour commencer ses pièces en patois. Et c'est là que je l'ai connu. Donc et ensuite, pour la cassette... Vous l'avez accompagné comme comédien, vous l'avez accompagné comme musicien. Voilà, et vous savez, le combat dont il nous parlera demain, qui est le combat autour enfin, tout son intérêt pour le patois. Vous produisez où ? En général. Donc on va un petit peu partout, on fait surtout des apéros, des réceptions, des trucs de ce genre, un peu partout dans la Suisse et les alentours. Alors, pour les personnes de Salins, pour les amis de Narcisse, pour vous, on reviendra demain d'ailleurs, rassurez-vous, sur tout ce qui a été, par exemple, l'initiative, les tentatives d'initiative et le lien avec le cancer. Ça sera encore l'occasion d'y revenir demain, mais je pense que c'est assez sympathique et ça vous fera plaisir. Ils sont venus pour vous. Ah oui. Ah, une façon de terminer. Voilà, c'est à vous. J'apprécie.